La Fédération des chasseurs, c'était un club de notables au départ, qui avait quelques gardes-chasse particuliers, qui sont devenus fédéraux, mais c'était quelque chose d'assez confidentiel. Et depuis, pour prendre 2024, c'est 17 salariés, 16 élus, 2,5 millions de budget annuel. C'est des actions qui sont innombrables, qui vont du sanglier jusqu'au bouquetin qui n'est pas chassable, au vautour fauve, à des études sur des insectes. Voilà, il y a un changement qui est radical. Les missions que nous remplissons au service administratif, donc la gestion des plans de chasse, la gestion administrative des dégâts de grand gibier, la tenue administrative de nos 340 ACCA, des 17 AICA et des chasses privées, et la validation des permis de chasser de nos chasseurs. Donc nous sommes 4 personnes au niveau du service administratif pour répondre à toutes ces missions que l'on doit remplir pour aider nos chasseurs. Alors effectivement, l'administratif, c'est peut-être ce qui a le plus changé dans la nouvelle fédération, enfin la fédération la plus récente, car nous avons de plus en plus de missions qui nous sont confiées par l'État, et on peut dire que la chasse départementale a suivi les grandes évolutions de la société. C'est une fédération qui est centrée sur à peu près toutes les problématiques qu'on a dans un espace rural du XXIe siècle. Je pense que c'est une reconnaissance en légitimité, c'est-à-dire que les fédérations sont montées en charge, sont montées en organisation, sont devenues de véritables TPE, PME, avec des organisations, on va dire, assez proches de la plupart des entreprises et qui nous ont amenés à prendre certaines missions parce que pour l'État, on est un partenaire fiable. La Drôme avait été vidée de ces espèces liées, je dirais, à un braconnage traditionnel ou une chasse qui ne prenait pas en compte ces espèces correctement, liées aussi au fait que dans le Vercors et dans les montagnes de la Drôme, la résistance avait eu besoin de se nourrir et qu'elle s'était appuyée sur le gibier local, ce qui fait que les populations sont arrivées exsangues dans les années 50-60 et que là, avec les eaux et forêts d'abord puis l'ONF ensuite, la Fédération de chasseurs a largement participé à l'effort de réintroduction du chevreuil, réintroduction du cerf, introduction du mouflon, renforcement de population de chamois, pour ne citer que. La loi Verdet, la première des préoccupations, c'est de regrouper des territoires. On dirait aujourd'hui créer des unités synergétiques, pour ainsi dire, des unités de gestion. Il y avait sur chaque commune, il fallait mettre les territoires en commun, c'était pas gagné. Et donc c'est véritablement là que les structures de la chasse se sont mises en place. Donc la structure de base, ça a été l'association communale, l'ACCA, et pour chapeauter ces structures de base, les fédérations. Et donc tout ça, ça passait par une professionnalisation. À l'époque, les gens sortaient de chez eux et chassaient à leur porte, en plus avec le lapin, puisque c'était l'espèce la plus abondante. Le drame, ça a été la myxomatose. Et alors là, on a vu les populations de lapins s'effondrer. Et pour retrouver quand même cette insouciance de la chasse-cueillette, c'est le sanglier qui s'est substitué à ça. Et on voyait le transfert, justement, les chasseurs de lapins, les chasseurs de lièvres, surtout les chasseurs aux chiens courants, commençaient à s'orienter vers le sanglier. Ça nous a permis, quelque part, de faire une transition pas trop douloureuse entre la chasse-cueillette du petit gibier avec le développement du grand gibier.
Je succède à Georges Desvignes qui était parti atteint par la limite d'âge, qui était de 73 ans à l'époque. Donc nous, quand on arrive, en réalité, il y a tout à faire, mais on arrive de la vie associative, on est hyper motivé, hein, on est hyper motivé. Donc finalement, partir de rien, tout à construire, c'était formidable. Moi, au service technique, effectivement, je suis arrivé en 1992, donc le technicien qui était auparavant présent, il avait quitté la Fédé en 88-87, donc il n'y avait plus rien, il n'y avait plus forcément d'archives, donc plus de connaissances des prélèvements, de lièvres, de renards, de chevreuils. Le plan de chasse était toujours suivi, hein, à la main, par les secrétaires de l'époque, mais effectivement, il y avait plus grand-chose comme données, donc il a fallu remettre en place et les asseoir pour que tout le monde le fasse de la même façon. On avait à l'époque, on a fouillé dans les archives et en fait on avait ces papiers calques tapés à la machine et qui retraçaient un petit peu la situation du petit gibier dans le département et qui nous ont servi en les analysant de base de travail pour mettre en place à partir des années 90, milieu des années 90, et bien, tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Et une des mesures phares de ces plans de gestion, au-delà de déterminer des dates d'ouverture, des dates de fermeture, des quotas de prélèvement, c'était de mettre en place des comptages nocturnes à l'échelle du département. On a des suivis qui sont généralisés sur l'ensemble du département depuis maintenant 2005, début des années 2000. On a généralisé les suivis sur l'ensemble du département. Donc les fameux indicateurs de changement écologique dont on entend parler un peu partout en France. Et donc ça permet de mieux adapter les prélèvements. Et c'est vrai que c'est une force à l'heure actuelle de la Fédération des chasseurs d'avoir tous ces éléments et de les avoir mis en place suffisamment tôt, puisque maintenant on a quasiment 15 ans de recul. Les règles d'attribution, c'est comme tout, il y a la théorie, je vous présente la théorie, et vous êtes la pratique, et vous allez me dire là où nous on se trompe et qu'on va rajuster, on en rajuste ensemble. Après, on se sert de quoi? On se sert de la réalisation de votre plan de chasse. Alors, on est obligé d'arrêter une date, on sait bien qu'il continue jusqu'au 28 février, je dis bien, c'est une théorie. Tous les 3 ans, donc maintenant, on se réunit avec nos chasseurs, c'est le cas à l'heure actuelle. On leur dit, ben voilà, l'objectif c'était de stabiliser la population, nos suivis montrent que la population monte, il va falloir qu'on rehausse nos attributions. Mais à l'inverse, quand on veut faire, quand on repart à la baisse, il faut en enlever 15, 20 ou 30% à la baisse. Vous prenez les populations de chamois dans la Drôme, cette année, on va enlever globalement à peu près 30% des attributions. Voilà. Donc ça, les chasseurs le comprennent très bien, même si quand on est mis devant le fait accompli, c'est pas toujours facile à accepter, mais c'est assez bien compris, et de nos chasseurs et de nos partenaires qui sont les agriculteurs, qui sont les forestiers, et globalement ça se passe bien, et à l'heure actuelle, personne ne veut revenir en arrière. Le seul petit bémol, c'est qu'on a le loup là-dedans qui va venir jouer un peu au jeu de quilles avec nos populations de cerfs, de chevreuils, de chameaux ou de sangliers. Là encore, on verra à l'avenir ce que ça peut donner avec l'évolution des populations de loups, mais pour l'instant, ça fonctionne relativement bien. Alors, sur le loup, nous avons proposé une motion. Celle-ci montrait tout d'abord qu'on ne voulait pas l'éradication de l'espèce, mais qu'on était prêt à accepter 50 loups. Pourquoi? Parce qu'au niveau de nos ICE et 50 loups, quand on était à ce stade, ça a parlé. Tout le monde vivait bien, il y avait un peu moins de grand gibier, mais la belle affaire. Et puis, s'apercevant que l'État ne voulait pas vraiment parler du loup avec les chasseurs, donc on s'est retiré du dossier. On n'a pas de volonté, nous, à rentrer dans des dossiers où l'État considère que le chasseur n'a rien à dire. Donc le sanglier, lui, il a toujours été présent donc, dans le département. Dans les années 75-80, il se prélevait 500 sangliers à l'échelle du département. Moi, je suis arrivé dans le département en 92, il s'en prélevait 2000. En 2010, on a dépassé la barre des 10 000. On est monté jusqu'à 17 000, 20 000 prélèvements. Et là, on est plutôt stable depuis 4-5 ans, entre 10 et 15 000 sangliers. Ça veut dire qu'on a une population suffisante pour que nos chasseurs se fassent plaisir sur le terrain, sans trop avoir de dégâts à l'échelle du département. Voilà, ça se passe bien. On n'a pas de gros problèmes.
À titre d'exemple, nous, les dégâts de gibier, c'est 500 000 € par an en moyenne, hein, dans la Drôme, comptée la protection. Donc vous voyez que c'est une réussite parce que c'est pas grand-chose par rapport à d'autres fédérations qui sont très en difficulté. On est à la base un département de petits gibiers. Le lapin, le lièvre, effectivement, sont des espèces de base de la chasse dromoise. Effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué pour le lapin prioritairement, parce qu'effectivement, on a beau faire des efforts, mais la maladie fait qu'elles sont souvent réduites à néant. Le lièvre, effectivement, là, depuis maintenant 15 ans, on travaille dessus, et c'est vrai qu'effectivement, il y a des résultats qui deviennent très, très, très importants. Les enjeux pour le petit gibier commencent par une amélioration du milieu. On travaille avec la Chambre d'agriculture à la réimplantation de haies. On fait 8 km de haies par an en moyenne. Et on a 1 millier d'hectares qui sont ensemencés en culture piège à nitrate avec un mélange adapté à la biodiversité. C'est ce qui nous permet d'avoir des populations de lièvres qui sont florissantes. Je crois qu'on a plus de lièvres que dans les années 50. Alors les enjeux du petit gibier sont autour, pour les oiseaux, sur la préservation et le travail, sur la perdrix rouge, sur le faisan commun aussi, sur la caille des blés et sur les autres migrateurs, bécasses, turdidés et les alouettes des champs aussi. On a des gens qui sont chasseurs, mais qui sont aussi naturalistes, aussi dans l'âme, quoi, et qui participent effectivement à la connaissance de la nature et aux travaux que l'on peut mener tout au long de l'année, quoi. Donc voilà, après la mise en place de ce carnet de prélèvement bécasse, c'était un point de départ en fait à la mise en place d'enquêtes concernant donc l'ensemble des tableaux de chasse pour le petit gibier, quoi, et la connaissance des prélèvements. Beaucoup de nos chasseurs, la plupart des chasseurs sont impliqués dans nos programmes. C'est ce qui fait aussi notre force, parce que compte tenu de l'ambition de nos suivis, si les chasseurs n'étaient pas les premiers récolteurs de données, on aurait beaucoup de difficultés à avoir un échantillon suffisamment valable d'un point de vue scientifique pour nous permettre de défendre leurs intérêts et la chasse sur leur département. Si on n'avait pas les chasseurs, on ne pourrait pas tout faire. Grâce à eux, on a énormément de renseignements. D'ailleurs, si on est reconnu à SOS de protection de l'environnement, c'est effectivement aussi grâce à ce travail-là et toute cette base de données qu'on a. On est des bons gestionnaires. La Drôme est un département qui est très convoité, qui est très utilisé par tout un tas de gens qui aiment la nature. La randonnée, mais aussi l'entraînement pour des trails, parfois des trails de nuit, la spéléo, le canyoning, le canoë, tout ça. Donc pour nous, ces éléments n'empêchent pas la pratique de la chasse. Ça veut dire qu'il faut organiser la cohabitation avec, dans l'espace rural, entre chasse et autres activités de nature. Moi, le premier des enjeux, c'est la sécurité à la chasse. Avant 1976, il n'y avait pas d'examen. En 1990, il y a eu l'apparition d'une première formation pratique, et en 2014, un véritable examen unique. Alors, chaque année, à peu près, en permis, on forme entre 300, on va dire 330 et 350 personnes, on va dire en moyenne, et à peu près une quarantaine de jeunes qui font la chasse accompagnée directement. En fait, l'État, par la loi en 2019, a mis en place une formation sécurité décennale. Tous les chasseurs sont obligés de suivre cette formation effectivement de sécurité décennale, qu'ils soient chasseurs de petits gibier ou grand gibier. Et c'est bien aussi de rappeler à tout le monde les règles. Un peu comme si on devait retourner à l'école, apprendre à mettre les deux mains sur le volant, des choses comme ça. Voilà, c'est une bonne base et ça se passe bien. Les gens sont souvent très contents quand ils ressortent. Le sanglier va venir de la gauche. C'est parti.
On swing, on dépasse le sanglier de façon à tirer au museau ou devant le museau. C'est parti. L'objectif du cinéma-tir, c'est de former les chasseurs à une plus grande sécurité. C'est un outil technologique, effectivement, sur lequel on n'a pas hésité à investir pour permettre des simulations, comme si on était en situation réelle. Donc ce cinéma-tir permet en toute sécurité de voir l'attitude du chasseur, puisqu'il vient avec son arme, son munition bien sûr, puisque c'est un rayon laser qui fait office de balle, mais on veut effectivement apporter cette amélioration du comportement et de la manipulation de l'arme. Oui, le volet sécurité a pris énormément d'importance. Nous, dès 2014, dans le schéma, on a rendu obligatoire la formation responsable de battue pour diriger une battue. On a fait les premières formations dès 2015. Donc de 2015 à 2020, on a formé pour que les gens dès 2020, la mesure rentre obligatoire qu'une personne qui n'a pas fait la formation ne peut plus diriger une battue. Et avant, effectivement, il n'y avait pas autant de mesures sur le sujet. Voilà. Donc les enjeux, la sécurité, enjeu premier. Un autre enjeu très important, c'est avoir toujours un nombre de chasseurs suffisamment conséquent, et je compte beaucoup sur les jeunes retraités, mais aussi la femme à la chasse. Parce que la femme à la chasse, c'est la famille qui peut chasser. Et sinon, garder le caractère populaire de la chasse dromoise. Voilà, et ça, ce sont les enjeux que je vois pour l'avenir, un bel avenir de la chasse dromoise.